qu'est-ce que la modernité? Comment se définit la modernité? Les temps modernes se définissent comme étant une époque radicalement... Les temps modernes, dit Hans Blumenberg, n'existent pas avant le moment où ils se déclarèrent comme tels. Le titre en allemand de l'œuvre, qui en français est La légitimité des temps modernes, en allemand se dit Legitimität der Neuzeit. Neuzeit signifie nouveauté. De fait, le mot moderne, en français, est composé étymologiquement de deux termes latins, modus, mode, et odiernus, maintenant. Moderne signifie donc sur le mode de maintenant. Ce qui est nouveau et ce qui commence maintenant, à l'instant, et se présente comme une rupture avec ce qui précède. Blumenberg rejette l'interprétation selon laquelle la modernité se serait bornée à transposer l'héritage sacré de la tradition chrétienne du Moyen Âge dans la sphère profane. La sécularité, dit-il, est le trait caractéristique de la modernité, sans que celle-ci soit nécessairement issue d'une sécularisation. Fin de citation. Les temps modernes ne sont donc pas une sécularisation et n'ont pas besoin de la sécularisation, selon Blumenberg, pour être légitimes. Ils sont tout ce qu'ils pouvaient être. Penser la légitimité des temps modernes signifie donc justifier la sécularité et montrer en quoi consiste sa nouveauté, c'est-à-dire ce que rien ne précède. La nouveauté, en effet, est une rupture qui exprime une discontinuité et entraîne donc l'abolition de toute forme d'héritage. Il ne saurait donc être question de sécularisation, ce serait parler de ce qui a précédé cette époque sécularisée, à savoir l'attente du salut, l'espérance en l'au-delà, la transcendance divine, le jugement dernier, qui caractérisait donc l'époque médiévale. L'idée d'une transposition dans le domaine profane de ce qui était considéré comme sacré est donc, dans cette interprétation de Blumenberg, est donc d'emblée exclue. Définir la modernité à partir de la sécularité, c'est la considérer comme un défi, c'est-à-dire un rejet et un projet, un commencement et une fin, une affirmation de soi qui ne résulte d'aucun processus, un commencement absolu. La transcendance de l'absolu théologique fait place à la conception d'un absolu immanent, à ce tournant anthropologique et à la formation d'une rationalité scientifique qui caractérise les temps modernes et qui vont conduire au triomphe des Lumières. Contester ce caractère séculier de la nouveauté moderne et la réduire à une sécularisation, c'est donc délégitimer les temps modernes. C'est pourquoi Blumenberg écrit « Le discours de la légitimité de la modernité n'est compréhensible que s'il y a une contestation de la modernité.
En quoi consiste cette contestation? Elle consiste à dire qu'il ne peut y avoir de commencement absolu. Légitimer les temps modernes consistera donc à défendre la nouveauté comme commencement en tant que commencement. Le commencement est une première détermination. Rien ne peut le déterminer que lui-même. Il ne peut être qu'une autodétermination, une affirmation de soi, un commencement dans le temps, en quelque sorte, qui est un commencement du temps lui-même. Tel est le cogito, le sujet pensant de Descartes qui inaugure l'histoire moderne de la philosophie. Il s'affirme comme étant ce commencement radical, après avoir trouvé le chemin qui conduit à soi à partir du doute. Ce chemin avait été entrepris par Luther, qui est, pour la philosophie allemande en général, tout le christianisme pour les Allemands. Ce chemin avait été entrepris par Luther avec crainte et tremblement et se révéla à lui sans issue quand il renonça à la raison, cette prostituée du diable, comme il dit. Le sol s'ouvrit alors sous ses pieds. Désormais, le sujet, abandonné à lui-même, doit répondre de soi. Il se trouvait devant le choix entre adhérer à une foi aveugle, coupée de la raison, comme la foi de Luther, ou à une science certaine à venir. L'homme moderne, donc livré à lui-même, coupé de la transcendance, trouvera un sol ferme avec Descartes dans le cogito, le je pense. Ce commencement ne signifie nullement une sécularisation parce que l'homme se révèle être, dans ce cas, avoir toujours été seul sur sa planète voyageuse. Blumenberg, cependant, recule devant l'idée d'un commencement absolu. Et il écrit que l'idée d'un commencement absolu est aussi peu rationnelle que n'importe quelle création ex nihilo. Donc, il rejette l'idée d'une création à partir du néant. En cédant au mythe d'une origine qui serait un pur acte d'autocréation ou à l'idée d'un commencement donc absolu, l'époque nouvelle, en tant qu'époque, justement, se retournerait contre elle-même, se retournant contre cette autonomie du sujet pensant, de la conscience de soi. L'auteur de la légitimité des temps modernes se détache de la conception d'une humanité qui serait condamnée au monologue d'un sujet absolu, pour ne pas s'enfermer justement dans le cercle de l'immanence du fait qu'il se coupe de toute transcendance. Et donc, il doit éviter l'étouffement d'une pensée qui serait fermée à un au-delà. Il comprend la nouvelle époque commençante, donc, comme une ouverture. Il doit comprendre ce commencement comme une ouverture à des questions restées sans réponse, et il invente un système qui va appeler le réinvestissement d'un questionnement pour répondre à des questions auxquelles on ne peut plus répondre à une époque où ces questions se posent autrement. Il ouvre ainsi la pensée à de nouvelles exigences d'interprétation de ce qui avait certes la fonction d'être une réponse,
mais qui ne s'est pas présenté comme tel, ou qui s'est même caché de l'être, dit-il. La sécularité est originaire, fondamentale. Il ne peut donc y avoir de sécularisation. On ne peut pas parler d'une sécularisation d'une période qui serait la période chrétienne qui l'a précédée. Il va être un commencement sans héritage. Le Moyen-Âge, dit-il, prit fin lorsqu'il ne put plus faire accroire à l'homme, à l'intérieur de son système spirituel, que la création était providence, qu'il y avait une création. La nouveauté des temps modernes ne doit pas dès lors être comprise comme ce qui est nouveau par rapport à l'ancien, comme l'initiation d'une période nouvelle qui succéderait à une période précédente, mais comme un commencement inouï. Vous voyez ici que le philosophe se pose une question profonde sur la nature de l'origine de toute chose. Ceux qui ont suivi mes cours sur les présocratiques, les philosophes grecs présocratiques, savent, n'est-ce pas, que la question du commencement est essentielle à la philosophie. Ce commencement concerne le temps lui-même, qui constitue la substance de l'histoire, dont la conception engage et détermine la pensée de Blumenberg. Ce dernier est obligé de penser que chaque instant présent est une nouveauté. Il n'est pas tel un point, comme le pensait Aristote, le philosophe Aristote. L'instant n'est pas tel un point qui se déplace sur la ligne du temps, défini comme la succession d'un passé, d'un présent et d'un avenir. L'instant est un abîme qui s'ouvre sur lui-même, sans passé et sans avenir. Il n'est donc plus question, dans cette perspective, d'héritage ni de continuité historique, ce que suppose précisément la notion de sécularisation qui reste reliée à ce qu'elle sécularise. Ce qui apparaît à chaque instant recule et sombre dans une nuit obscure, d'où jaillit, sans en provenir, la lumière d'une présence nouvelle. Prêter donc une quelconque continuité à ce qui advient, c'est s'abuser et rend impossible, on le verra, une histoire substantielle des faits et des idées qui se succèdent dans le temps. Si la nouveauté, donc, est rupture, cette rupture, cependant, doit être continuelle pour que l'histoire ait un sens et ne sombre pas dans le non-sens. Car si tout diffère de tout depuis toujours, il s'ensuit que non seulement le ciel tombe sur la terre, mais la terre elle-même, le monde, s'ouvre sur lui-même, s'écroule en abîme. La philosophe Hannah Arendt, qui s'oppose à l'idée de la sécularisation, parle d'une absence de monde, sans pareil, un monde qui s'efface. L'homme, dit-elle, a été rejeté du monde de l'au-delà et du monde de l'ici-bas à lui-même. Il s'est mis à douter de la réalité du monde extérieur. Dès que le contact immédiat des sens se fut révélé du fait de la physique mathématique, qui réduit la réalité à du quantifiable, à du mesurable, et qui désubstantialise, pour ainsi dire, la réalité en la réduisant aux chiffres, aux ifres. Aux ifres, en arabe, signifie zéro. La physique mathématique a entraîné, pour ainsi dire, l'oubli de l'être. L'homme moderne s'est donc considérablement plus éloigné de la terre, de la réalité qui se présente au sens, qui n'avait été soustrait par aucune espérance chrétienne, dit-elle, en l'au-delà. Par ailleurs, maintenir une référence à une constante
à partir de laquelle interpréter l'histoire, ce serait remettre en question la nouveauté en tant que rupture. Blumenberg dénonce la sécularisation comme étant justement le produit et l'expression d'une continuité. Et il s'attaque à la pensée d'auteurs, que je cite en passant, Vogelin, Karl Löwit, Carl Schmitt, qui interprètent la conception de la modernité, la conception moderne du progrès comme une sécularisation de l'eschatologie chrétienne, c'est-à-dire l'étude des fins dernières, selon laquelle il y a une fin de l'histoire, mais qui transcende l'histoire puisqu'elle se réfère au jugement dernier. Donc, sous les apparences de la rupture, la modernité n'aurait été, pour ces auteurs que critique Blumenberg, que la reprise sécularisée de l'eschatologie chrétienne. Comprise à partir de cette notion, la modernité qui se caractérise comme la revendication d'une rupture radicale avec ce qui l'a précédé, ne ferait que transposer dans la sphère profane des contenus théologiques. Cela signifie qu'elle s'affirme comme rupture tout en étant dépendante des périodes précédentes, c'est-à-dire à la fois continuité et discontinuité. Ainsi, l'idée de progrès ne serait que la traduction de l'attente eschatologique comprise comme étant inévitable. Mais alors, les temps modernes ne vivraient que d'un contenu légué, hérité, et leur projet d'autofondation, d'être un commencement absolu, radical, se réduirait à une illusion. C'est pourquoi la sécularisation, pour Blumenberg, ne peut tout au plus que constituer une catégorie descriptive utilisable pour caractériser la motivation historique fondamentale des temps modernes, qui est de s'émanciper de toute attache théologico-religieuse. Mais elle ne saurait être une catégorie explicative, car elle remettrait en question la prétention à fonder une nouvelle époque, à commencer une nouvelle histoire. La modernité est donc nouveauté en tant que rupture. Mais la rupture, si elle est radicale, ne saurait se référer à une constante, comme les catégories a priori kantiennes d'identité et de substance, pour expliquer le devenir. Pour Blumenberg, elle ne saurait expliquer la réalité parce qu'elles sont a priori. Elles restent étrangères à cette réalité empirique. Interpréter l'histoire, donc, en se contentant de penser le présent et la nouveauté historique à partir des catégories d'identité ou de substance est une illusion, parce que ces catégories n'ont rien à voir avec la réalité. Elles font croire que toute modification se produit uniquement à la surface des choses. Donc il y aurait une histoire qui ne serait pas une histoire fondamentale. Or, pour Blumenberg, il n'y a pas de distinction entre la substance et les accidents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire substantielle du monde. Le contenu de l'histoire ne serait pas continu. Donc il conçoit l'histoire comme une pure discontinuité en voulant justifier la modernité comme nouveauté et rupture radicale. Oui. La rupture, affirme-t-il, ne saurait être une apparence derrière laquelle se retrouveraient les catégories d'une époque identique à elle-même qui continuerait à servir de référence. Oui. Il y a donc un hiatus, une discordance entre notre appréhension présente de l'histoire et la signification que nous voulons lui donner en tirant cette signification d'une autre époque. Pour Blumenberg, la conscience historique, notons qu'il ne parle pas de la réalité historique, n'a pas à se réconcilier avec elle-même en retrouvant
le même sous les oripeaux de l'autre, pour citer un auteur. Elle n'a pas à reprendre un même contenu pour le reproduire sous une autre forme. Si elle veut être nouvelle et rompre avec le passé, elle doit innover en abandonnant les catégories d'identité, de substance, et renoncer à un continuum historique qui ne connaîtrait dans son cours effectif ni rupture ni changement, ce continuum. Donc un commencement absolu qui serait pure rupture, radicale, sans aucun héritage, plongerait l'histoire dans le chaos, dans le non-sens. Afin d'éviter cette issue, Blumenberg appelle réinvestissement fonctionnel ce qui doit remplacer une histoire substantielle recourant à la sécularisation pour interpréter la modernité. Si les temps modernes incarnent une attitude nouvelle et radicale, une nouveauté que rien ne précède, il doit s'ensuivre que le monde réel n'est pas donné. Il est à constituer, voire à inventer, car il faut toujours inventer le sens. L'histoire ne regarde donc plus ceux qui passent à la lumière de ceux qui ne passent pas. Elle se fabrique au moyen d'un questionnement sans cesse relancé. Cette relance incessante du questionnement exclut l'explication linéaire des faits et des idées qui se produisent dans la succession d'un temps qui est un temps composé d'un passé, d'un présent, d'un avenir. Chaque événement est singulier et fait rupture. Il ne peut y avoir donc une histoire substantielle, comme dit Blumenberg, c'est-à-dire une histoire linéaire. L'histoire cesse d'être cumulative et restituable. On ne peut pas restituer ce qui s'est passé dans le passé. Tout a été toujours tout a été toujours nouveau, et donc on voit ce qui s'est passé avec un regard nouveau qui ne peut pas reproduire ce qui s'est passé comme on le comprenait au moment où cela s'est passé. L'histoire donc cesse d'être cumulative et restituable en vertu de cette conception du temps qui fait de l'instant une ouverture, un abîme qui s'ouvre sur lui-même, sans succession. C'est métaphysique. D'où, soit dit en passant, la prolifération des romans historiques et des fabriques de l'histoire, des fabricants de l'histoire. Il y a une émission sur France Culture qui s'appelle La Fabrique de l'histoire. Les fabricants de l'histoire qui, eux, interprètent de manière réductrice la nouveauté de chaque instant en se dispensant sans scrupule des sciences auxiliaires de la discipline historique, comme par exemple l'archéologie, la paléographie, la chronologie, la sigillographie, la généalogie, l'héraldique, la numismatique, l'épigraphie, la codicologie. J'énumère toutes ces sciences auxiliaires pour montrer le sérieux de ce que doit être l'étude de l'historien. Et en absence de ce recours à ces sciences auxiliaires de l'histoire, chacun y va de son point de vue particulier, comme s'il avait une valeur universelle. Penser la légitimité des temps modernes consiste à justifier la nouveauté comme rupture, selon laquelle, entre hier et aujourd'hui, la discontinuité est absolue. Chaque instant est une faille qui s'ouvre, un commencement radical qui est une fin immédiate. Il n'y a pas de place pour une histoire continue ou substantielle, selon un temps compris comme une succession chronologique des faits et des idées. Rien ne demeure sous ce qui passe. Le temps n'est pas une suite ordonnée et continue d'instants, se recevant l'un de l'autre, chaque instant étant un gouffre qui s'ouvre sous chaque pas que l'homme fait en se défaisant. Il n'y a pas plus
il n'y a pas plus de passé que de futur. Il y a un néant en acte, un néant actif, néantisant, qui fait tout disparaître. Le temps est un temps donc sans promesse, un temps indifférent dans lequel l'histoire de l'humanité n'est qu'un battement d'ailes. Les notions de finalité, de certitude absolue et de substance donc n'ont plus cours. Nous sommes devant une conception tragique aussi de l'existence. C'est cette conception qui sous-tend la philosophie de l'histoire de Blumenberg. S'il en est ainsi, il ne peut y avoir une histoire de la philosophie, ni d'histoire tout court. Il ne peut y avoir qu'une chronique au jour le jour de ce qui passe sous l'effet d'une énergie destructrice et qui change, où tout change sans que rien ne demeure. L'érudition de l'historien dans ce contexte est mise au service de l'interprétation et non de la connaissance, qui est devenue une docte ignorance. Interprétée comme sécularité, donc, la modernité n'est plus que le commencement d'elle-même. Or, sa tentative d'autofondation par la raison n'est qu'une auto-illusion si elle s'affirme en niant toute origine transcendante. Car, en rejetant la transcendance, elle s'enferme inéluctablement dans l'immanence du sujet qui se replie sur lui-même, qui ne renvoie qu'à lui-même. Afin de justifier le rejet de toute transcendance, Blumenberg met en avant l'idée du philosophe Guillaume d'Occam qui parle de la puissance absolue, la potentia absoluta, c'est-à-dire le pouvoir arbitraire d'un Dieu qui pourrait aussi bien anéantir que maintenir le monde créé en vertu d'une volonté totalement détachée de toute finalité et de l'intelligence. Ce Dieu qui annonce le malin génie inventé par Descartes pour permettre de douter de tout, est indifférent au monde et abandonne l'homme à lui-même. Occam a plongé l'humanité dans la nuit, de même qu'Épicure et Démocrite, les philosophes atomistes de l'Antiquité, l'avaient plongé dans le vide où tombent les atomes, tels les instants surgissants d'eux-mêmes. Tout commence et tout commence maintenant, à l'instant. Le commencement sans commencement de la modernité est le sujet cartésien, le cogito. Mais il s'agit, précisons, d'un commencement in intellectu, dans la pensée, d'un commencement sans commencement, qui est un commencement dans la pensée, qui n'est pas un commencement dans la chose, dans la réalité, in re. Sorti de la nuit du doute, le cogito, le je pense, apporte la liberté absolue. Le commencement moderne transforme l'absolu transcendant en absolu immanent, c'est-à-dire donc tout se replie sur soi. Le monde devient totalité, le monde devient ma représentation. Le sujet n'est qu'affirmation de soi. Mais pour Blumenberg, qui est influencé par la pensée phénoménologique du philosophe Edmund Husserl, cette auto-affirmation n'aboutit pas à une effectuation de soi, c'est-à-dire à la réalisation du projet d'auto-fondation. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de création ex nihilo, de création à partir du néant. Il n'y a qu'un fond sans fond, une chute dans le vide, un abîme qui s'ouvre à chaque instant, se présentant le temps
de s'absenter. La légitimité des temps modernes ne tient donc pas au fait que la rupture soit devenue effective, car il y a toujours eu rupture. Au commencement, pourrait-on dire, il y a la différence, avec un A comme l'écrit Jacques Derrida. La rupture est constante et constitutive. Tout diffère de tout depuis toujours. Ouais. Le projet d'une fondation de soi, du sujet transcendantal, donc, immanent à soi, reste ouvert. Il n'implique pas sa réalisation effective et demeure une revendication, une fonction à remplir. Ouais. Seule l'époque moderne s'est comprise comme époque et a créé par là même les autres époques, dit Lumenberg. Donc le problème demeure latent dans l'ambition des temps modernes de réaliser une rupture radicale avec la tradition et dans la disproportion entre cette ambition et la réalité de l'histoire qui ne peut jamais recommencer à partir de zéro. Comme tous les problèmes historiques et politiques de la légitimité, celui des temps modernes émerge à travers la discontinuité, étant entendu qu'il est indifférent que cette discontinuité soit fictive ou réelle. Elle a revendiqué elle-même cette discontinuité par rapport au Moyen-Âge. Fin de cette longue citation que je n'ai pas ouverte, mais que vous retrouverez. Arrivé en ce point de mon analyse, on est en droit de se demander dans quelle mesure une telle doctrine du réinvestissement sans cesse renouvelé du questionnement ne rompt pas avec la philosophie en tant que telle. À sa naissance, en effet, la philosophie se révèle à elle-même comme l'exercice de l'intelligence s'éveillant au contact du réel. Tout ne devient pas toujours, sans quoi rien ne serait jamais, comme dit Platon dans son dialogue le tête-à-tête. Si tout devient toujours, rien n'est jamais. Il doit donc y avoir quelque chose qui résiste à la division, au discontinu. Platon et Aristote, à la suite des présocratiques, s'étonnèrent que les choses soient et qu'elles soient ce qu'elles sont. Pour eux, la philosophie commence par l'étonnement, l'émerveillement, le Thomassein. Telle est la source du questionnement proprement philosophique. Cette question est permanente, elle demeure, elle traverse les siècles, elle constitue la vie même de l'intelligence. Pour les modernes, à partir de Descartes, la philosophie ne commence pas avec l'étonnement, mais avec le doute. L'étonnement philosophique et les développements doctrinaux qui s'ensuivirent chez les anciens ne se retrouvent plus dans la philosophie moderne. La rupture veut être radicale, le commencement doit être absolu. Ce commencement sera le cogito, qui se révèle à lui-même comme tout ce qui est en tant que pensée. Et Descartes dira dans ses méditations métaphysiques « Je pense, je suis ». Cela signifie la même chose. Donc, je pense, donc je suis. Je pense signifie je suis. On verra comment le comprendre. Mais s'agit-il vraiment du commencement d'une philosophie nouvelle? Le premier pas peut fausser l'élan du coureur. Un faux pas est toujours possible et peut dévier la course. Une petite erreur au commencement, dit Aristote, finit par être grande à la fin. Descartes part du doute. Or, douter, c'est faire le vide et considérer comme néant ceux qui le précèdent. C'est tracer un trait sur les leçons du passé. Cela
cependant, n'est pas sans risque. Le « je pense », c'est-à-dire l'intellect, dans le langage des anciens, le nous, en grec, le « je pense », l'intelligence, advenant à lui-même en s'intelligeant, s'était déjà présenté dans l'histoire longue du néoplatonisme, à partir de Plotin, déjà depuis Plotin, pour lequel le nous, c'est-à-dire l'intelligence, l'intellect, advient en dehors de l'un qui précède tout ce qui est et peut être intelligé, car l'un est au-delà de tout ce qui est et de ce que l'intelligence peut intelliger. Il est l'inintelligible et le néant. Ce rappel historique de l'histoire de l'un, que je renvoie ici à tout ce que j'ai dit sur ce sujet, et vous pourrez donc vous référer soit à mes textes, soit à mes enregistrements sur la question de l'un en philosophie. Ce rappel historique rend le cogito aussi vieux tout à coup que le nous de Plotin. L'intellect est tout ce qui est en dehors de l'un. Descartes croyait affirmer par conséquent pour la première fois « je pense, donc je suis », et plus de 1000 ans avant lui, cela avait été dit. Quand on étudie sérieusement, c'est-à-dire sans l'interpréter, l'histoire de la pensée, on constate que la philosophie moderne est issue d'un préjugé remontant à la Renaissance. En allant encore plus loin dans la recherche, on découvre que ce préjugé résulte de la confusion dans laquelle la pensée est tombée à partir des œuvres de deux philosophes comme Duns Scott, mort en 1308, appelé le docteur subtil et moqué par Rabelais comme un scolastique décadent, et Guillaume d'Occam, mort en 1347, le fondateur, le théoricien du nominalisme. À ce moment important de l'histoire de la pensée, la vérité cesse d'être l'accord de l'intelligence avec le réel, l'adequatio rei et intellectus. Le réel, désormais, échappe à sa représentation, qui est une production a priori de l'entendement, comme le définira le philosophe Kant dans le sillage de Duns Scott, pour qui le réel, ce qui est in re en latin, se réduit à ce qui est in intellectu, à ce qui est dans la pensée, c'est-à-dire un objet, un esse objectivum construit par l'intelligence, par l'entendement, et qui est appelé à être réduit à une énonciation, à des mots, à l'œuvre du langage, d'où l'importance du nominalisme d'Occam, toujours actuel. Ainsi, la vérité se détache du réel. La vérité n'est plus accord de l'intelligence avec le réel. La vérité se restreint à la dimension d'une proposition, telle qu'un grand philosophe de la fin du Moyen-Âge, Rimini pour ne pas le citer, et telle que la philosophie analytique contemporaine la définiront, c'est-à-dire la vérité définie comme un accord formel, indépendamment de la réalité extérieure. L'être des choses se vide de tout contenu pour se réduire au rôle de copule dans une proposition. La vérité est ce que l'on dit qu'elle est, indépendamment de la réalité des choses. Dire Socrate et Socrate, ce n'est pas la même chose que dire Socrate est. Dire un phénix, je peux définir ce qu'est un phénix, mais un phénix n'existe pas. Et donc, il faut distinguer ce que l'intelligence définit et le rapport à la réalité qui permet de définir ce qu'est la vérité. La vérité, dans ce cas, n'est plus définie donc comme l'adéquation de l'intelligence à la chose, à la réalité.
La porte est ouverte si on peut dire, au terrorisme intellectuel du premier venu qui, se revêtant d'une autorité autoproclamée, autonome par rapport à la réalité qui s'impose à l'intelligence, eh bien, tout cela devient possible. Le rapport au réel est faussé. Le nominalisme d'Occam n'y est pas pour rien. Vous voyez, cette philosophie qui consiste à dire que les mots suffisent pour construire un langage signifiant à partir des mots. Bon, je ne développe pas cette idée. Aussi, il n'est pas étonnant que Blumenberg se réfère au nominalisme qu'il qualifie de système d'inquiétude extrême de l'homme par rapport au monde. Le monde s'ouvre sous nos pieds, nous échappe, la réalité nous échappe. Et d'où le sentiment d'angoisse qui sera défini par le philosophe Kierkegaard, le philosophe de l'angoisse, qui définit l'angoisse comme l'effet du néant. Et notre époque est une époque qui souffre de ce sentiment de l'angoisse parce que c'est une époque qui, justement, veut être une époque de rupture, de discontinuité, de négation de ce qui demeure, n'est-ce pas, au profit de ce qui passe et disparaît. Le nominalisme, donc, détruit en effet tous les appuis et toutes les garanties que l'homme pourrait trouver dans le monde réel. La rencontre de l'intelligence avec le réel pose le problème de l'unité. Quand je dis Socrate et le verbe être ne saurait se séparer de Socrate, sinon Socrate ne serait pas. Platon s'est heurté au problème du rapport de l'un et de l'être. Le néoplatonisme l'a repris avec profondeur en développant une métaphysique de l'un au-delà de l'être. L'un est au-delà de l'être et de l'intellect. Il n'est pas une propriété du réel, de l'être. L'être est ce qui advient en tant qu'intellect qui s'intellige en dehors de l'un. Vous voyez, il y a une confusion. Je pense signifie je suis. La réalité est absorbée par la pensée. Elle se réduit à ce qui est pensé, indépendamment de ce qu'elle est en dehors de la pensée. L'être n'est plus considéré comme ce qui est en tant qu'il est, indépendamment de ce que je peux en dire et en penser. Cette identification de l'être et de l'intellect résulte de la doctrine selon laquelle l'un est au-delà de l'être parce qu'il ne peut être sans cesser d'être un. Ici, je renvoie à tout ce que j'ai dit sur ce sujet. Il s'ensuit que l'un devient un pur néant inintelligible. L'intelligence, l'intellect en sort, comme la pensée pour Descartes sort du doute, de ce doute hyperbolique, c'est-à-dire universel, qui fait sortir la pensée de l'impensable. De même que l'intelligence plotinienne sort de l'un, inintelligible. Désormais, tout ce qui est pensable, le réel est absorbé par la pensée. Il est devenu un objet que l'on peut construire. Telle est la nouveauté ancienne des temps modernes. Quand Blumenberg donc écrit « Les temps modernes ont commencé non pas comme une époque du Dieu mort, de la mort de Dieu, mais comme époque du Dieu caché, du Deus absconditus ». À vrai dire, il reprend cette idée de l'un au-delà de l'être, de l'un qui n'est pas, et qui finalement conduira à cette idée nietzschéenne de la mort de Dieu. Oui, Dieu est mort, si Dieu est l'un. Si Dieu est l'un, Dieu n'est pas parce que l'un n'est pas, parce que l'un est au-delà de l'être. Et c'est ce qui, vous savez, distingue dans l'histoire de la religion en particulier, le Dieu du Coran qui est l'un, du Dieu de la Bible qui est l'être, qui est le je suis. Intéressant à souligner. Donc le Dieu mort de Nietzsche est l'un sans l'être.
de cette théologie négative issue de la métaphysique plotinienne, néoplatonicienne de l'un. Autrement dit, si l'un n'est pas, il n'y a jamais eu de commencement substantiel. Et c'est pourquoi, s'il n'y a jamais eu de commencement substantiel, c'est parce qu'il n'y a jamais rien eu. La vraie rupture, le vrai commencement, est donc dans un différé originaire, comme dirait le philosophe Jacques Derrida aujourd'hui, qui domine la scène philosophique, si j'ose dire. Tout ce qui est donc existe au sens de exister, sortir de soi dans le non-un, c'est-à-dire dans la multiplicité, dans ce qui se divise sans cesse, ce qui se différencie sans fin. Ouais. C'est comme les visages de Picasso, n'est-ce pas, qui se dévisagent. L'homme se défait. Il se fait en se défaisant. Ouais. Ainsi, pour Blumenberg, l'auto-affirmation humaine, pour lui, il peut dire en effet que l'auto-affirmation humaine résulte de cet absolutisme théologique, c'est-à-dire de l'un dédivinisé, de l'un renvoyé au non-être, de ce Dieu renvoyé au non-être de l'un. La dédivinisation de l'un sans l'être ouvre pour lui un nouvel espace de jeu, comme il dit, pour la curiosité humaine, parce qu'en effet, en dehors de l'un, c'est-à-dire de l'indivisibilité absolue en soi, tout devient divisible, tout est divisible, tout se multiplie, tout se défigure, tout se déconstruit, tout se défait. Rien ne peut unifier. Il n'y a rien pour unifier, pour arrêter ce qui se divise sans cesse. Et notre existence n'est qu'une suite de ruptures. Chaque instant, comme je le disais, n'est-ce pas, est un gouffre qui s'ouvre sous nos pas et qui nous plonge, n'est-ce pas, dans un vide qui provoque l'angoisse existentielle. Donc, comme vous le voyez, cette interprétation de l'histoire s'appuie sur une métaphysique, sur une conception du rapport de l'être à l'un. Le monde, comme création, ne sera plus dans cette perspective, l'expression d'une provenance divine. Il est donc un champ qui se déploie et que nous pouvons explorer, dont nous pouvons explorer tous les recoins dans toute son étendue, c'est-à-dire étendue, c'est-à-dire quantité, un monde quantifiable, mesurable à l'infini, parce qu'il se divise sans cesse. Ça devient un monde chiffrable, quoi, un monde qu'il faut quantifier, comprendre uniquement à travers les mathématiques. Si l'un n'est pas, c'est-à-dire si l'indivisible n'est pas, tout se divise sans cesse et se multiplie en se divisant sans limite. Dieu est mort et tout se divise et se multiplie en se divisant. Et l'homme reste seul avec lui-même dans un monde qui se divise et s'efface avec lui en se réduisant à la quantité, en étant soumis à la loi du nombre, aux chiffres. Oui, j'aime bien rappeler l'origine étymologique du mot chiffre, qui vient de l'arabe zifr, qui signifie zéro, néant. Quand Blumenberg écrit donc la montée de la théologie vers ses prétentions maximales contre la raison, a eu le résultat non intentionnel de réduire la participation à la théologie à un minimum dans l'explication du monde et ainsi de préparer la compétence de la raison comme organe d'une nouvelle scientificité s'émancipant de la tradition. Et il y a tout un langage qui se crée, qui doit s'exprimer qui doit se créer pour exprimer finalement l'inexprimable. Donc, à vrai dire, ce qu'il affirme, c'est qu'il n'y a pas eu de commencement substantiel. Tout se passe au niveau finalement du langage, de la création d'un sens, qu'il faut inventer sans cesse, avec de nouvelles questions. Cette pensée, à vrai dire, se développe dans le sillage
de la théologie négative développée déjà au XIVe siècle par deux grands philosophes, Maître Eckhart et Nicolas de Cuse, deux auteurs déterminants du Moyen-Âge, rattachés justement à cette métaphysique de l'un au-delà de l'être et qui vont être déterminants pour la pensée moderne. Alors, bon, je poursuivrai tout cela dans une autre séance, mais nous pouvons conclure ici, avant d'aller plus loin, pour ceux qui voudraient aller plus loin, les XIVe et XVe siècles, illustrés donc par ces quatre auteurs que j'ai cités, Duns Scott, Guillaume d'Occam, Maître Eckhart et Nicolas de Cuse, XIVe et XVe siècle. Les XIVe et XVe siècles, c'est-à-dire le Moyen-Âge tardif, par-delà la Renaissance et la Réforme, se révèle être en vérité l'origine des temps modernes. Sous-estimer cette période historique, ce serait méconnaître l'acuité et la profondeur de la pensée de ces philosophes qui a joué un rôle décisif pour la formation de la pensée moderne, qui n'est nouvelle, à vrai dire, que parce qu'elle formule, en la sécularisant justement, contre l'idée de Blumenberg, la théologie négative issue du néoplatonisme. La philosophie des temps modernes ne peut se séparer du passé qu'en se reliant à lui. Blumenberg se trouve donc obligé de le reconnaître et recourt à la distinction opérée par le philosophe Ernst Cassirer dans son ouvrage intitulé « Substance et fonction » en français. Ouvrage dans lequel Cassirer veut montrer comment la science moderne transforme la réalité substantielle en un système de relations qui unissent des entités qualifiables, mesurables, et qui jouent le rôle de fonction dans un système où tout est en tout. Nous sommes encore dans l'immanence, en dehors, coupé de toute transcendance. Ainsi, ce qui sépare est en même temps ce qui relie. La distinction entre substance et fonction lui permet de développer sa philosophie de l'histoire en maintenant ensemble le discontinu et le continu, parce que si tout, comme on l'a vu, est discontinu, l'histoire n'a plus de sens. Cette doctrine se retrouve, mutatis mutandis, dans l'atomisme d'Épicure, qui complète celui de Démocrite, en ajoutant l'idée du klinamen. Pour Démocrite, la réalité était constituée d'atomes, d'une multiplicité infinie d'atomes, d'indivisibles. D'atomes, ça veut dire indivisible. Et seulement ces atomes tombaient dans le vide d'une manière longitudinale et ne se rencontraient jamais, de telle manière que le monde multiple, n'est-ce pas, était qu'une division sans fin, une multiplicité chaotique, si on peut dire, quand on considère tous ces atomes qui tombent comme ça, tous uniment dans le vide sans jamais se rencontrer. Épicure invente la notion de klinamen qui permet aux atomes, en tombant de manière inclinée, de se rencontrer et ainsi de former des corps en prenant une forme, en s'agrégeant. Ils prennent une forme éphémère, prête à disparaître, mais qui permet d'expliquer rationnellement le monde multiple. Blumenberg s'y réfère comme étant le fondement ultime de sa philosophie de l'histoire coupée du réel historique. L'histoire véritable nous enseigne que les différents courants de pensée avancent en se séparant, mais en avançant sur un fond commun, qui est ce rapport au réel d'une histoire réelle que l'on peut reconstituer et qui n'est pas une histoire à inventer. Croissance et déclin, transition fluide et crise rythment la vie de la pensée humaine, qui s'interroge toujours sur la nature de sa rencontre avec le réel, avec l'être de ce qui est. On veut s'assurer que ce dont on parle correspond bien à la réalité, qui doit mettre tout le monde d'accord.
Sinon, on ne pourrait pas dialoguer entre nous. Il faut donc parler de méandres d'un fleuve, de l'histoire comme de méandres d'un fleuve qui suit son cours en se creusant, oui, plutôt que de rupture radicale. Oui. Tout ce qui se sépare a commencé par être un, sinon il n'y aurait pas de séparation. Oui. Il s'agit pour la philosophie de comprendre cette unité comme unité de l'être, de la réalité, non comme l'unité abstraite, l'unité en soi, sans l'être. Oui. La discontinuité suppose la continuité de l'être, de ce qui est et qui demeure sans l'être substantiel. Ce qui est existe, c'est-à-dire sort de soi, se défait, s'étiole dans un monde qui se divise sans cesse, dans une multiplication qui est une division sans unité. La continuité ne peut alors être comprise que comme celle... Il faut introduire donc cette continuité pour pouvoir, disons, rendre ce monde discontinu intelligible. Et c'est ce que fait donc l'intelligence humaine quand elle est obligée de reconnaître qu'une rupture radicale, d'une discontinuité radicale, absolue, rend impossible le commencement. Et c'est pourquoi l'intelligence est obligée de dire que cette discontinuité, que cette rupture est permanente, continue. La discontinuité est continue. Cela appelle un incessant renouvellement. Qui avait vu cela le premier? Le grand Héraclite, philosophe présocratique, pour qui le polémos, la guerre entre les contraires, est le père de toute chose. Il a bien compris que, n'est-ce pas, si tout change sans cesse, le feu, le chaud, si tout change, le chaud va cesser d'être chaud. Donc, le chaud va devenir du froid, du non-chaud. Donc, le chaud, pour être chaud, devra être du non-chaud, c'est-à-dire la négation de son contraire. Et c'est pourquoi il y a une guerre entre les contraires. C'est ça la philosophie d'Héraclite. Eh bien, le commencement absolu, donc en ce sens, empêche, tel que le comprend, donc tel que l'explique Blumenberg, la linéarité de l'histoire. C'est pourquoi il dit que l'idée de commencement absolu est aussi peu rationnelle que n'importe quelle création ex nihilo. Pour éviter pour affirmer cette impossibilité d'une création ex nihilo, Nietzsche, à la suite du philosophe Empédocle, a été obligé d'inventer l'idée de l'éternel recommencement de toute chose. Il n'y a pas de commencement absolu, il faut recommencer sans cesse. Et donc Blumenberg reprend cette doctrine, mais en l'ouvrant. Et il la reprend sous la forme de ce qu'il appelle le réinvestissement fonctionnel d'un questionnement incessant qui déborde les réponses de chaque époque. C'est-à-dire que cela lui permet de faire partir en fumée l'idée d'un recommencement du même, d'un renouvellement, de l'éternel retour du même. Il y a un commencement, oui, mais ce commencement est une ouverture vers autre chose, vers autre chose. Il n'y a pas le retour du même. Bon, tout ça, ce sont des pensées, une pensée difficile, mais c'est une pensée qui commande la pensée du XXe siècle. Donc ici, dans cette perspective, l'investigation scientifique de l'histoire réelle qui fait appel à toutes ces sciences auxiliaires auxquelles j'ai fait allusion, que j'ai mentionnées tout à l'heure, n'a rien à voir avec le dépassement d'une histoire a priori, au moyen de ce questionnement sans cesse relancé, sans rapport avec le réel, qui s'effondre sans cesse celui-même à chaque instant.
Blumenberg va parler de seuil d'époque qui s'invente, d'une invention. Oui. La conception de seuil d'époque découle de sa thèse, de ce réinvestissement fonctionnel de questions sans cesse relancées parce qu'elles débordent les réponses qui leur étaient données à une époque où ces réponses valaient, mais qui ne valent plus à l'époque suivante. Elle remplace donc la conception substantialiste, comme il dit, de l'histoire et donne la possibilité de tenir compte d'une revendication d'auto-affirmation de la modernité en pensant à la fois la rupture et la continuité, le discontinu et le continu, sans céder à l'idée de création, donc ex nihilo, c'est-à-dire d'un commencement absolu. Il fallait qu'il établisse en effet, à défaut d'une continuité substantielle, une continuité référentielle pour ne pas livrer l'histoire au non-sens. Que donne cette conception quand on l'applique à l'histoire de la philosophie? Je voudrais terminer en montrant ce que cela donne chez deux historiens de la philosophie médiévale, Kurt Flasch en Allemagne et Alain de Libera en France. Alain de Libera est un historien de la philosophie médiévale dont la caractéristique est de nier l'existence de problèmes philosophiques permanents. Dans un article de la revue Débat, intitulé « Retour de la philosophie médiévale », point d'interrogation, intéressant, il met en doute la commensurabilité des questions et des réponses d'un auteur du passé avec un auteur du présent. Et plus fondamentalement, il rejette l'idée de la stabilité du monde, donc d'une continuité dans l'être, qui ne serait qu'une fiction théorique, une convention collective, comme il dit. On pose la réalité. L'être, c'est ce que l'on dit que c'est. L'être ne s'impose pas de soi comme une réalité indépendamment de ce que je peux moi-même affirmer de lui en tant qu'il est ou qu'il n'est pas. L'être est. Et le non-être n'est pas, disait Parménide. Bon, ça on a développé ailleurs cette pensée. Dans la ligne de son ouvrage, dans l'ouvrage de Libera, Pensée au Moyen-Âge, Libera s'oppose à l'idée d'une continuité phénoménale du monde. Nous ne vivons pas dans le même monde que les intellectuels des XIIIe et XIVe siècles. Le monde, nous dit-il, je cite, ne nous apparaît pas comme aux anciens, d'où la thèse qu'il émet d'un relativisme historique, pour laquelle toute thèse est relative au monde qu'il a vu naître dans le contexte psycho-socio-culturel, économico-politique, qui a déterminé une pensée et qui a déterminé une thèse, un penseur à voir les choses comme elles lui apparaissent, au moment où elles lui apparaissent, de telle manière que son monde se fait sous ses yeux, il produit son monde. Donc les œuvres des philosophes sont déterminées par le contexte. Elles n'expriment pas une pensée qui est le fruit de cet émerveillement, de cet étonnement qui suscite une interrogation fondamentale. Comment se fait-il qu'il y ait quelque chose et non pas rien? Question philosophique par excellence. Non, ce qui intéresse au rien de la philosophie ici, c'est le corpus qui exprime le monde, les œuvres des philosophes, qui sont déterminées par ce contexte et qui expriment un monde qui les a vus naître. Il s'ensuit que l'étude des corpus s'intéresse moins au contenu de la pensée et de ses interrogations essentielles, comme je viens de le dire, qu'est-ce que l'être, qu'à la manière de poser les questions et du contexte dans lequel elles se posent, et de les énoncer en fonction de ce contexte linguistique, culturel, etc.
Le contexte est plus déterminant que de savoir pourquoi les choses sont. Le médiéviste, écrit Libera, doit toujours étudier les textes en fonction de leur univers de discours respectifs. D'où la primauté, in fine, de la reconstruction de l'histoire. Il s'agit d'une reconstruction et non de la reconstitution scrupuleuse d'une pensée nourrie de problèmes permanents. Dans la mesure où l'historien de la philosophie joue nécessairement un rôle actif, il ne répète pas pour Libera la doctrine, mais il la produit, il la reformule, il l'invente à nouveau. Donc Libera s'oppose à cette variété du réalisme qu'est la croyance en l'existence de problèmes philosophiques permanents. Je cite. Les problèmes philosophiques ne naissent pas, selon lui, d'un questionnement sur l'être de ce qui est, mais sur ce que disent les textes indépendamment de leurs auteurs et qui sont conditionnés par le contexte. Le travail de l'historien de la philosophie consiste dès lors dans la lecture des textes, dans leur traduction, dans leur interprétation, sans les considérer comme des énoncés portant sur une question permanente. Il y voit uniquement des phrases, je cite, à interpréter par d'autres phrases. Tout est interprétation, sans référence aux données réelles, aux faits qui se sont succédés réellement dans le temps. Car il n'y a plus de succession pour une conception où l'instant est une rupture, une ouverture en abîme sur lui-même. Ce qui appelle à penser, ce n'est donc pas le réel, le monde, mais le texte, ce que l'on dit, un texte lu à partir du contexte. La légitimité d'une histoire de la philosophie repose donc sur l'histoire des textes et de la lecture interprétative. Elle ne reproduit pas les réponses fournies à un problème permanent. L'historien de la philosophie recherche ce à quoi répond une doctrine telle qu'elle a été formulée à une époque déterminée. Il n'étudie pas les réponses à des problèmes permanents, mais présente la complexité du contexte dans lequel les questions se posent, telles qu'elles apparaissent à une époque et à une autre de manière différente. Donc il les présente pratiquement de manière quasi journalistique. Cette conception de l'histoire de la philosophie, finalement, met un terme et à l'histoire et à la philosophie. Cette approche historiciste et relativiste d'Alain de Libera hérite de Kurt Flasch, que j'ai cité, qui a été professeur à l'université de Bochum et qui s'oppose également à l'existence d'une continuité réelle du monde. Ce qui est donc substantiel, ce qui se tient dessous, ce qui apparaît et qui demeure, ce qui est substantiel est substitué pour lui, à ses yeux, par ce qui est relationnel. Il n'y a pas de distinction à faire entre la réalité et la manière dont on la voit. Une chose se réduit à la manière dont elle se présente à la conscience. Ici, il y a une influence de la phénoménologie du philosophe Edmund Husserl. Il n'y a pas de distinction pour le regard phénoménologique entre ce qui est et ce qui apparaît, entre la substance et les accidents. Vous savez, la substance est substare, ce qui apparaît, ce qui demeure, sous ce qui apparaît. Car il faut bien qu'il y ait quelque chose qui demeure, justement, pour que d'un instant à l'autre, il y ait une continuité. Sinon, l'instant serait ce que, justement, nous avons dit, un abîme qui s'ouvrirait sur lui-même.
et il n'y aurait pas de continuité, de succession. Le temps ne serait pas une succession composée d'un passé, d'un présent, d'un avenir. Il serait un abîme où chaque instant s'ouvrirait sur lui-même, sans continuité. Il serait une discontinuité absolue. Donc, une chose serait due à la manière dont on la voit ici, et il n'y a pas de distinction pour le regard phénoménologique entre ce qui est et ce qui apparaît, entre la substance et les accidents. Il s'ensuit qu'on ne voit pas la réalité aujourd'hui comme on la voyait hier. Ainsi, un manuscrit médiéval ne se lit pas de la même façon du XIIIe siècle, ne se lit pas aujourd'hui comme il se lisait au XIIIe siècle. Flash dénonce donc la distinction aristotélicienne entre la substance et les accidents comme étant un procédé ingénieux, dit-il, permettant d'effacer l'historicité de ce qui se présente à la conscience historique, comme étant conditionné justement par le contexte sociologico-économico-politique changeant. Oui. Il faut tenir compte donc de ce qui passe et non de problèmes permanents. Rien ne se tient de manière permanente sous la chose, sous les faits, sous la chose et ce qu'elle apparaît à la conscience, à chaque instant, changeante et éphémère. Donc Flash s'oppose à toute forme de continuité logique ou philosophique. Il va même jusqu'à dire que les règles d'attribution des prédicats sont variables et historiques. Elles dépendent des circonstances. Une question profonde, comme celle de l'unité, de l'être, ou comme l'exemple qu'il donne des réflexions sur la Trinité divine, qui au Moyen-Âge a mobilisé la pensée. Pour lui, cela n'a aucune valeur permanente, puisque l'unité peut être considérée aussi comme une pluralité. Mais alors là, il introduit un problème que je n'ai pas les moyens le temps de développer ici, qu'on a développé ailleurs. Mais un tel exemple est confondant, puisqu'il montre les limites de cette approche historiciste pour laquelle la question du rapport entre l'un et l'être n'a aucune valeur permanente. Et on voit qu'elle rejoint et qu'elle hérite de ce néoplatonisme, n'est-ce pas, pour lequel la réalité n'est que pure division parce que l'unité est au-delà de l'être. Bon, je passe là-dessus. Donc, pour Kurt Flash, le principe de non-contradiction n'aurait aucune valeur permanente. Ce ne serait qu'un phénomène historique. Ce qui était contradictoire hier ne l'est plus aujourd'hui. Donc, vous voyez que cela donne lieu à une facilité d'interprétation de l'histoire qui permet de construire un discours qui ne correspond plus à la réalité. Pour lui, comme pour Blumenberg, le monde réel n'est pas donné. Il est sans cesse à constituer, à inventer. Une discontinuité absolue conduisant à un chaos inintelligible, Flash, comme Blumenberg, est obligé d'admettre que la discontinuité inclut des phases locales de continuité, des fragments isolés de continuité au milieu de la discontinuité qui font partie de ce contexte. Ainsi, pour lui, philosopher, c'est inventer. Il va parler d'une activité poïétique, en utilisant le mot poiein grec, qui signifie produire. Inventer. Le discours philosophique est une production, une invention, une fabrication indépendante du réel. Ce discontinuisme contribue finalement à vider systématiquement les textes philosophiques de leur contenu. Tout est interprétation en fonction du conditionnement psycho-socio-économique ou politique, comme je dis, dépendant des circonstances contingentes, éphémères,
des mécanismes institutionnels changeants d'une époque à une autre. La multiplicité des points de vue finissent par s'imposer, excéder et empêchent toute définition définitive d'un terme, suscitant le réinvestissement d'un questionnement sans cesse relancé pour pouvoir, disons, donner un sens à ce qui advient. Ainsi, Flash comme Libera, pour terminer, en finissent avec l'histoire et avec la philosophie. Flash lui-même reconnaîtra que les raisons pour lesquelles il étudie la philosophie médiévale sont essentiellement non philosophiques. En vérité, il méprise les études philosophiques des textes médiévaux, mais il considère son propre travail comme étant des plus productifs, poétiques, et s'emploie à montrer, sans état d'âme, combien leur métaphysique dépend des conditionnements passagers, en relativisant cette universalité du questionnement proprement philosophique qui naît de l'étonnement que les choses soient et soient ce qu'elles sont. Je vous propose de m'arrêter ici pour continuer dans une autre séance, une prochaine séance, l'étude donc des effets de ce discontinuisme en histoire de la philosophie. Et nous reprendrons alors d'une manière plus en fonction de l'histoire réelle l'étude du passage de la Renaissance à la modernité et de la modernité aux problèmes qu'elle a légués à la pensée contemporaine.